À 5h30 du matin, Ciudad Acuña, dans l'état de Coahuila, fut réveillée par le bruit d'un monstre invisible. En seulement 6 minutes, le vent atteignit une violence inouïe, arrachant les toits, abattant les murs et soulevant les voitures comme des jouets. Ce qui semblait impossible au Mexique se transforma en tragédie. Des dizaines de personnes périrent, des centaines furent blessées et des milliers furent réduites en cendres. Mais le plus choquant n'était pas seulement la violence du phénomène, mais le silence qui l'entourait. Alors qu'aux États-Unis, chaque tornade fait la une des journaux internationaux, cette catastrophe a été reléguée à quelques articles de presse et au souvenir de ceux qui l'ont vécue. Au petit matin du 25 mai 2015, le ciel du nord du Mexique recelait un secret que peu de gens pouvaient comprendre. L'atmosphère était chargée d'énergie, un carburant invisible qui, quelques heures plus tard, allait se transformer en l'une des tornades les plus dévastatrices de l'histoire récente du pays. Tout a commencé avec l'arrivée d'un système orageux printanier. À cette époque, la chaleur accumulée au Mexique rencontre des masses d'air froid en provenance des États-Unis. La collision de ces courants crée un environnement propice au développement d'événements extrêmes. Les météorologues le décrivent à l'aide de concepts techniques. CAP, qui mesure l'énergie potentielle de l'atmosphère. L'hélicité, qui indique la rotation des vents à différentes altitudes. Et la présence d'une supercellule, mère de toutes les tornades. En termes simples, c'était comme si l'atmosphère attendait le moment précis pour déchaîner toute sa fureur. Les satellites détectaient des tempêtes de l'autre côté de la frontière, au Texas, mais peu imaginaient que la même instabilité atteindrait Ciudad Acuña, une ville de plus de 140 000 habitants, nichée sur le Rio Grande, avec une telle violence. À 5h30 du matin, alors qu'une grande partie de la population dormait encore, la supercellule s'est brutalement organisée. Sur les images radar ultérieures, les météorologues ont identifié un schéma classique appelé écho en crochet, une signature indubitable annonçant la rotation interne d'une tempête. Aux États-Unis, ce schéma déclenche des alertes immédiates. Mais au Mexique, les systèmes de surveillance étaient limités et l'alerte n'est jamais arrivée à temps. En quelques secondes, le nuage tourbillonnant s'abattit sur la ville. L'entonnoir de vent commença à arracher les maisons de leurs fondations. C'était comme si une force invisible avait décidé de balayer les rues au hasard, effaçant certains pâtés de maisons et en laissant d'autres relativement intacts. Le trajet était court, à peine 2 km, mais son intensité était catastrophique. Les experts ont classé la tornade comme une tornade de force EF3, sur l'échelle de Fujita renforcée, ce qui signifie des vents de plus de 200 km/h. En seulement 6 minutes, elle a détruit environ 400 maisons et gravement endommagé plus de 1000 bâtiments. Mais au-delà des chiffres, ce qui s'est passé en si peu de temps a laissé des traces durables sur la population. Des voitures ont été soulevées et projetées contre les maisons. Des murs entiers se sont effondrés sur des familles à peine réveillées. Un petit garçon de 11 mois a été arraché des bras de sa mère et retrouvé sans vie à plusieurs mètres de là, l'un des récits les plus poignants de cette matinée. Les habitants ont décrit le bruit comme celui d'un train qui passe sans fin. D'autres ont déclaré que l'air était devenu lourd et difficile à respirer, comme si la ville entière avait été prise au piège dans un tourbillon de poussière, d'eau et de débris. Ce qui s'est passé à Ciudad Acuña a révélé le manque d'infrastructures permettant d'anticiper ce type d'événement. Aux États-Unis, les radars Doppler et les systèmes d'alerte précoce permettent de gagner de précieuses minutes pour évacuer ou se mettre à l'abri. Au Mexique, à cette petite matinée, personne ne s'attendait à ce qu'une tornade d'une telle ampleur frappe une zone urbaine avec une telle précision. Les météorologues mexicains avaient enregistré des tornades dans le nord du pays, notamment dans les États de Coahuila, Tamaulipas et Nuevo León. Cependant, il s'agissait presque toujours d'événements isolés et de courte durée, avec des dégâts limités dans les zones rurales. La tornade de Ciudad Acuña a rompu ce schéma. Non seulement elle s'est formée dans une zone densément peuplée, mais elle est aussi arrivée avec une force inhabituelle, capable de rivaliser avec les grosses tornades de l'Oklahoma ou du Kansas. Lors de la visite qui suivit, on put voir des rues entières réduites en ruines. Des quartiers comme Santa Teresa furent pratiquement rasés. Ce qui était des maisons familiales quelques heures plus tôt n'était plus qu'un amas de briques, de bois et de fer tordus.
L'électricité a été coupée dans une grande partie de la ville et l'aube a révélé un paysage de dévastation. Des dizaines de familles étaient coincées dans les décombres de leurs maisons, tandis que leurs voisins tentaient à main nue de soulever des blocs de béton pour secourir les survivants. Les équipes de secours sont arrivées peu après, mais ce sont d'abord les citoyens eux-mêmes qui ont lancé les opérations de sauvetage, s'organisant du mieux qu'ils pouvaient, criant des noms au milieu des décombres. Le contraste avec les États-Unis était inévitable. La même année, des tornades d'intensité similaire avaient frappé l'Oklahoma et le Texas, bénéficiant d'une couverture médiatique immédiate, avec hélicoptères, retransmissions en direct et reportages minute par minute sur les chaînes internationales. À Ciudad Acuña, la catastrophe fut principalement connue grâce à des vidéos personnelles enregistrées sur des téléphones portables. La différence n'était pas seulement technologique, mais aussi culturelle. Au Mexique, les tornades ne font pas partie de la mémoire collective comme elles le sont dans ce qu'on appelle l'allée des tornades. Pour de nombreux citoyens, ce qui s'est passé ce matin-là était impensable. Comment un phénomène aussi meurtrier a-t-il pu survenir dans leur propre ville sans prévenir ? Ainsi s'écrivait le premier chapitre de la tragédie. Un phénomène météorologique méconnu, une ville surprise à l'aube, et 6 minutes qui ont suffi à tout bouleverser. Mais au-delà des statistiques techniques, le jour de la tornade fut avant tout celui des pertes humaines, des familles dévastées et d'une communauté qui, en quelques instants, passa de la tranquillité du petit matin à l'horreur absolue. À l'aube du 25 mai 2015, Ciudad Acuña a été envahie par des images dignes d'un cauchemar. Lorsque le vent s'est calmé et que le silence s'est installé, l'ampleur de la tragédie a commencé à se révéler. Ces 6 minutes n'avaient pas seulement détruit des maisons et des rues, elles avaient marqué à jamais la vie de milliers de personnes. La ville, qui compte plus de 140 000 habitants, s'est réveillée au son des cris, des sirènes et d'un paysage méconnaissable. Le quartier de Santa Teresa a été le plus durement touché. Là, la tornade a frappé avec une précision terrifiante, balayant des pâtés de maisons entiers, ne laissant que les vestiges de ce qui avait été des maisons quelques heures auparavant. Des voix implorant l'aide, des enfants pleurant et des voisins appelant leurs proches disparus résonnaient parmi les décombres. L'air était lourd de poussière et imprégné d'une odeur de gaz provenant de canalisations qui fuyaient, tandis que le soleil pointait pour illuminer les dégâts. Chaque pas représentait un risque. Verre, fer tordu et lignes électriques abattues transformaient le sol en un champ de mines. Les histoires humaines se succédèrent, toutes plus déchirantes les unes que les autres. L'une des plus mémorables fut celle d'un bébé de 11 mois, arraché des bras de sa mère par la force du vent. La découverte du petit garçon à plusieurs mètres de distance devint le symbole d'une vulnérabilité absolue face à la fureur de la nature. En quelques secondes, une famille entière fut marquée par une perte irréparable. D'autres survivants ont raconté des scènes inoubliables. Un homme a raconté comment le vent avait arraché la porte de sa maison et, en quelques instants, le toit avait été complètement emporté. Il a à peine eu le temps de couvrir sa femme et ses enfants d'un matelas qu'il a entendu les murs s'effondrer autour de lui. Un autre témoin a raconté avoir été soulevé avec son véhicule et projeté contre le mur d'une autre maison, survivant miraculeusement. La tornade a frappé sans discrimination. Elle a rasé des maisons modestes comme des plus imposantes, détruisant voitures, écoles et même des parties de l'infrastructure urbaine. Parmi les plus de 200 blessés se trouvaient des personnes de tous âges. Une femme a raconté qu'elle préparait son petit déjeuner lorsqu'elle a senti l'air s'épaissir, comme si la maison respirait. Avant qu'elle ne réalise ce qui se passait, un grondement assourdissant l'a enveloppée et les fenêtres ont explosé vers l'intérieur. Elle s'est réveillée quelques minutes plus tard sous un tas de bois, avec des coupures et des contusions, mais vivante. Les journaux télévisés ont révélé l'ampleur du désastre. Des voitures empilées les unes sur les autres, comme des jouets. Des poteaux électriques pliés comme des branches. Des maisons réduites à des tas de briques et de poutres. La destruction semblait chaotique, mais elle suivait un schéma clair. La trajectoire de la tornade. Une cicatrice d'à peine 2 kilomètres de long qui traversait la ville, comme si quelqu'un avait balayé une main géante, rasant tout sur son passage. Au milieu de cette dévastation, des témoignages de courage ont également émergé.
Des voisins se sont précipités pour secourir des inconnus, des pompiers et des ambulanciers ont travaillé sans relâche pendant des heures. Et même des citoyens ont improvisé des civières avec des portes et des planches pour transporter les blessés. L'esprit de solidarité a été immédiat. Et tandis que la ville peinait à comprendre ce qui s'était passé, les habitants ont démontré que l'unité pouvait être aussi puissante que le vent qui les avait battus. Cependant, l'ampleur de l'impact humain ne se mesurait pas uniquement au nombre de victimes ou de maisons détruites. Il s'agissait aussi du traumatisme invisible laissé par les survivants. Les psychologues, arrivés quelques jours plus tard, ont fait état de niveaux d'anxiété et de peur chez les enfants ayant vécu la tornade. Nombre d'entre eux ne parvenaient pas à dormir, se réveillaient en faisant des cauchemars ou s'accrochaient à leurs parents dès qu'ils entendèrent le tonnerre ou le bruit d'un vent violent. Pour eux, la tempête n'a jamais vraiment pris fin. Elle est restée gravée dans leur mémoire comme un monstre tapi dans les profondeurs. Au total, le bilan s'élevait à 14 morts et plus de 250 blessés. Mais ces chiffres, froids et précis, ne rendaient guère compte de ce que signifiait tout perdre en 6 minutes. Plus d'1 millier de familles se retrouvèrent sans abri, certaines espérant reconstruire leur maison, d'autres se résignant à recommencer à zéro dans des abris de fortune. La vie quotidienne avait été bouleversée, et ce qui avait été une routine paisible devint une lutte quotidienne pour retrouver une vie normale. Des témoignages rapportés par la presse nationale ont reflété cette lutte. Une mère a raconté comment, de retour dans ce qui restait de sa maison, elle n'a trouvé que le cartable de son fils, couvert de poussière et ses cahiers trempés par la pluie. Pour elle, cet objet est devenu un rappel de la vie qu'ils avaient perdue. Un autre homme, qui avait travaillé des décennies à la construction de sa maison, a raconté en larmes comment, en 6 minutes, tout son dur labeur s'était évaporé, réduit à un tas de briques brisées. La tragédie ne s'est pas limitée aux pertes matérielles. Elle a également révélé la fragilité des infrastructures urbaines. Nombre des habitations détruites étaient des constructions informelles, dépourvues de fondations solides ou de matériaux résistants aux vents violents. La tornade a mis en évidence la vulnérabilité de larges pans de la population à des phénomènes qui, bien que rares, ne sont pas inexistants au Mexique. L'impact humain s'est étendu au-delà des victimes directes. Les hôpitaux locaux ont été débordés par l'arrivée des blessés, et médecins et infirmières ont travaillé sans relâche pour soigner les fractures, les traumatismes et les blessures causées par les débris. La communauté entière a afflué en dons de vêtements, de nourriture et de médicaments. Malgré le deuil, les gestes de solidarité se sont multipliés. Des voisins ont partagé le peu qui leur restait, des inconnus ont offert un abri à ceux qui avaient perdu leur maison. L'ampleur des dégâts a également attiré l'attention des médias nationaux, qui ont diffusé des images de la catastrophe et interviewé des survivants. Cependant, au-delà des frontières du Mexique, la nouvelle est passée presque inaperçue. Alors que les tornades aux États-Unis font souvent la une des journaux internationaux, ce qui s'est passé à Ciudad Acuña a été relégué à de brèves mentions. Pour les habitants, cette indifférence a été aussi douloureuse que la tragédie elle-même, car ils estimaient que leur souffrance ne méritait pas la même attention que des événements similaires au nord du Rio Grande. Chaque histoire individuelle s'ajoutait à la mosaïque du deuil collectif. Les familles fouillaient les décombres, à la recherche d'objets à sauver. Photos de famille, jouets, documents officiels. C'étaient des tentatives désespérées pour retrouver au moins une partie de la vie que le vent avait emportée. Pour beaucoup, retrouver une photo intacte ou un meuble debout offrait une lueur d'espoir, au milieu de la dévastation. À l'aube du 25 mai 2015, Ciudad Acuña a été envahie par des images dignes d'un cauchemar. Lorsque le vent s'est calmé et que le silence s'est installé, l'ampleur de la tragédie a commencé à se révéler. Ces 6 minutes n'avaient pas seulement détruit des maisons et des rues, elles avaient marqué à jamais la vie de milliers de personnes. La ville, qui compte plus de 140 000 habitants, s'est réveillée au son des cris, des sirènes et d'un paysage méconnaissable. Le quartier de Santa Teresa a été le plus durement touché. Là, la tornade a frappé avec une précision terrifiante, balayant des pâtés de maisons entiers, ne laissant que les vestiges de ce qui avait été des maisons quelques heures auparavant. Des voix implorant l'aide, des enfants pleurant et des voisins appelant leurs proches disparus résonnaient parmi les décombres.
L'air était lourd de poussière et imprégné d'une odeur de gaz provenant de canalisations qui fuyaient, tandis que le soleil pointait pour illuminer les dégâts. Chaque pas représentait un risque. Verre, fer tordu et lignes électriques abattues transformaient le sol en un champ de mines. Les histoires humaines se succédèrent, toutes plus déchirantes les unes que les autres. L'une des plus mémorables fut celle d'un bébé de 11 mois, arraché des bras de sa mère par la force du vent. La découverte du petit garçon à plusieurs mètres de distance devint le symbole d'une vulnérabilité absolue face à la fureur de la nature. En quelques secondes, une famille entière fut marquée par une perte irréparable. D'autres survivants ont raconté des scènes inoubliables. Un homme a raconté comment le vent avait arraché la porte de sa maison et, en quelques instants, le toit avait été complètement emporté. Il a à peine eu le temps de couvrir sa femme et ses enfants d'un matelas qu'il a entendu les murs s'effondrer autour de lui. Un autre témoin a raconté avoir été soulevé avec son véhicule et projeté contre le mur d'une autre maison, survivant miraculeusement. La tornade a frappé sans discrimination. Elle a rasé des maisons modestes comme des plus imposantes, détruisant voitures, écoles et même des parties de l'infrastructure urbaine. Parmi les plus de 200 blessés se trouvèrent des personnes de tous âges. Une femme a raconté qu'elle préparait son petit déjeuner lorsqu'elle a senti l'air s'épaissir, comme si la maison respirait. Avant qu'elle ne réalise ce qui se passait, un grondement assourdissant l'a enveloppée et les fenêtres ont explosé vers l'intérieur. Elle s'est réveillée quelques minutes plus tard, sous un tas de bois, avec des coupures et des contusions, mais vivante. Les journaux télévisés ont révélé l'ampleur du désastre. Des voitures empilées les unes sur les autres, comme des jouets. Des poteaux électriques pliés comme des branches. Des maisons réduites à des tas de briques et de poutres. La destruction semblait chaotique, mais elle suivait un schéma clair. La trajectoire de la tornade, une cicatrice d'à peine 2 km de long qui traversait la ville, comme si quelqu'un avait balayé une main géante rasant tout sur son passage. Au milieu de cette dévastation, des témoignages de courage ont également émergé. Des voisins se sont précipités pour secourir des inconnus, des pompiers et des ambulanciers ont travaillé sans relâche pendant des heures. Et même des citoyens ont improvisé des civières avec des portes et des planches pour transporter les blessés. L'esprit de solidarité a été immédiat. Et tandis que la ville peinait à comprendre ce qui s'était passé, les habitants ont démontré que l'unité pouvait être aussi puissante que le vent qui les avait battus. L'impact humain s'est étendu au-delà des victimes directes. Les hôpitaux locaux ont été débordés par l'arrivée des blessés et médecins et infirmières ont travaillé sans relâche pour soigner les fractures, les traumatismes et les blessures causées par les débris. La communauté entière a afflué en dons de vêtements, de nourriture et de médicaments. Malgré le deuil, les gestes de solidarité se sont multipliés. Des voisins ont partagé le peu qui leur restait. Des inconnus ont offert un abri à ceux qui avaient perdu leur maison. L'ampleur des dégâts a attiré l'attention des médias nationaux, qui ont diffusé des images de la catastrophe et interviewé des survivants. Cependant, au-delà des frontières du Mexique, la nouvelle est passée presque inaperçue. Alors que les tornades aux États-Unis font souvent la une des journaux internationaux, ce qui s'est passé à Ciudad Acuña a été relégué à de brèves mentions. Pour les habitants, cette indifférence a été aussi douloureuse que la tragédie elle-même, car ils estimaient que leur souffrance ne méritait pas la même attention que des événements similaires au nord du Rio Grande. Les premières équipes locales de pompiers et d'ambulanciers sont arrivées peu après la tempête, confrontés à des rues bloquées par des véhicules emportés et des maisons effondrées. L'accès au quartier de Santa Teresa était quasiment impossible, mais grâce à des engins improvisés, ils ont commencé à dégager un chemin. Chaque sauvetage était une lueur d'espoir. Une femme âgée dégageait des décombres de son toit, un enfant extirpé d'entre deux murs, une famille entière émergeant vivante des décombres. Le gouvernement de l'État a mobilisé la protection civile, et les ambulances des municipalités voisines ont rapidement commencé à arriver. En quelques heures, les hôpitaux étaient débordés. La Croix-Rouge s'est mobilisée avec des brigades d'urgence et des centres de collecte. Les médecins ont installé des salles de soins improvisées. Les bénévoles ont organisé des chaînes humaines pour distribuer eau et nourriture. L'armée mexicaine a déployé le plan DN3. Elle a installé des abris, distribué des couvertures et aidé à dégager les rues.
Pour de nombreux survivants, voir des soldats patrouiller parmi les ruines était un signe de soulagement, même si la douleur restait insupportable. Le même jour, le président Enrique Peña Nieto est arrivé à Ciudad Acuña, accompagné du gouverneur Rubén Moreira. Ils ont visité les zones dévastées, promettant soutien et reconstruction. La visite a été filmée, mais parmi les victimes, les sentiments étaient repartagés. Certains étaient reconnaissants du soutien, d'autres le jugeaient insuffisant. Aucun discours ne pouvait rendre aux victimes ce qu'elles avaient perdu. Cependant, la présence présidentielle a également constitué une reconnaissance officielle de l'ampleur de la tragédie. À la tombée de la nuit, des centaines de familles se sont installées dans des abris de fortune. Des matelas alignés dans les gymnases, des enfants câlinant des peluches poussiéreuses, des mères essayant d'apaiser leurs pleurs avec des berceuses. Dehors, dans les rues, de lourds engins continuaient de déblayer les débris sous des projecteurs improvisés. Les sauveteurs ne se reposaient pas. Quelques voix répondaient encore faiblement aux appels. Mais la réponse a aussi laissé de douloureuses leçons. Aucun avertissement préalable n'a été donné quant à l'imminence du danger. La plupart des familles se sont retrouvées confinées chez elles, sans avoir le temps de se mettre à l'abri. Aux États-Unis, les radars Doppler auraient émis des alertes quelques minutes plus tôt. À Ciudad Acuña, la tempête est arrivée sans prévenir. Ce manque d'avertissement, conjugué à la vulnérabilité des habitations, a alourdi le bilan des victimes. La culture de la prévention était quasi inexistante. Nombreux étaient ceux qui ne savaient pas quoi faire en cas de tornade. Certains cherchaient refuge dans des endroits dangereux, tandis que d'autres tentaient de résister derrière des murs fragiles. Les experts s'accordaient à dire que l'ignorance et le manque de préparation avaient multiplié les conséquences. Malgré tout, la solidarité a brillé au milieu de la tragédie. Une femme qui avait perdu sa maison a passé la journée à distribuer de l'eau aux sauveteurs. Des jeunes ont organisé des équipes pour secourir les animaux pris au piège. Des commerces locaux ont offert de la nourriture gratuitement. Chaque geste rappelait que l'humanité pouvait contrer la fureur du vent. Les jours suivants furent marqués par les opérations de nettoyage. Des camions-bennes évacuèrent des tonnes de débris, des bulldozers ouvrirent les rues et des brigades de volontaires récupérèrent des effets personnels pour les rendre aux familles. Le gouvernement de l'État annonça des programmes de reconstruction et des aides financières, même si celles-ci ne furent pas toujours mises en œuvre assez rapidement. Le contraste entre le discours officiel et la réalité des rues était flagrant, tandis que certains parlèrent de l'avenir, d'autres continuaient à fouiller les ruines à la recherche de photographies, de documents et de souvenirs. La résilience de Ciudad Acuña s'est illustrée par la capacité de ses habitants à se relever des décombres. Ce sont les habitants, les bénévoles et les sauveteurs qui ont soutenu la ville à ses débuts. Les institutions ont apporté des ressources, mais ce qui a maintenu l'espoir, c'est la solidarité et l'unité immédiate de la communauté. L'impact humain de la tornade ne s'est pas limité aux morts. Il s'est poursuivi dans les nuits blanches des enfants, dans les larmes de ceux qui tentaient de reconstruire leur vie, dans la mémoire collective d'une ville qui n'oubliera jamais cette aube. Et au milieu de toute cette douleur, la réaction à la catastrophe est aussi devenue un avertissement. Le Mexique a dû comprendre que les tornades ne sont pas une rareté lointaine, mais une menace réelle. La tragédie de Ciudad Acuña a montré que le vent peut dévaster en quelques minutes, mais elle a aussi révélé que la force d'un peuple se mesure à ses actions lorsque tout semble perdu. Alors que les équipes de secours fouillaient encore les décombres, que les familles pleuraient leurs morts et que Ciudad Acuña tentait de se relever de la poussière et du silence, une autre réalité émergeait. Le monde semblait inconscient. Hors du Mexique, les images circulaient à peine et la tornade qui avait dévasté une ville en 6 minutes était reléguée à la mémoire locale, presque invisible dans le récit international. C'était en mai 2015 et la saison des tornades battait son plein aux États-Unis. Les journaux télévisés mondiaux rapportaient minute par minute la menace qui planait sur l'Oklahoma, le Kansas et le Nebraska, avec des cartes interactives et des spécialistes expliquant chaque détail. En revanche, la tragédie mexicaine n'apparaissait que brièvement dans certains journaux internationaux, sans autre couverture. Les caméras des grandes chaînes de télévision n'atteignaient jamais Acuña. Et cette différence laissait une profonde blessure. Comment un événement aussi dévastateur avait-il pu rester hors de portée des radars internationaux ?
L'explication réside en partie dans la perception. Pendant des décennies, le Mexique n'a pas été considéré comme un pays à tornades majeures. Les atlas météorologiques, les statistiques et la couverture médiatique se concentraient sur la Tornado Alley des États-Unis. Cette étendue légendaire où chaque printemps, l'atmosphère se transforme en théâtre de tempêtes colossales. Acuña a rompu avec cette idée, mais le choc était si inattendu qu'il n'a jamais marqué la conscience mondiale. Pour beaucoup, ce qui s'est produit à la frontière mexicaine n'était qu'un accident bizarre. Une aberration météorologique plutôt qu'un rappel que le risque est réel et peut se reproduire. L'inégalité médiatique était liée à un problème encore plus inquiétant, le manque de surveillance météorologique spécialisée. Aux États-Unis, le réseau de radars Doppler, le travail constant du service météorologique national et les systèmes d'alerte précoce permettent à des millions de personnes de recevoir des alertes quelques minutes à l'avance, ce qui peut sauver des vies. Au Mexique, en revanche, la couverture radar est limitée et la culture de prévention des tornades était pratiquement inexistante à l'époque. La tempête à l'origine de la tornade d'Acuña a certes été détectée, mais les alertes manquaient de force ni d'immédiateté. Lorsque les vents monstres se sont abattus sur la ville, la plupart de ses habitants ignoraient ce qui allait se passer. Cet écart est considérable. Chaque minute d'anticipation peut faire la différence entre se réfugier dans une pièce intérieure ou se retrouver coincé au milieu des décombres. Les 6 minutes de fureur à Acuña furent aussi 6 minutes de confusion, où le ciel déchaîna toute sa violence sans prévenir. Dans les jours qui ont suivi, certains médias mexicains ont fait écho au contraste. Si cela s'était produit au Texas, cela aurait fait la une des journaux du monde entier, titrèrent les journaux. Et c'était vrai. À quelques kilomètres de la frontière, le même phénomène aurait été retransmis en direct par des dizaines de caméras, aurait fait l'objet de reportages internationaux et aurait même été documenté par des équipes scientifiques. À Acuña, en revanche, la couverture médiatique reposait largement sur les téléphones portables, sur des images prises par les survivants eux-mêmes, tentant de digérer l'horreur. L'oubli ne se limitait pas aux pays étrangers. Au fil des semaines, même au Mexique, la tornade commençait à disparaître de l'actualité. D'autres sujets occupaient l'actualité, la violence, la politique, les scandales du moment. La tragédie de Coahuila était réduite à un chiffre, une statistique dans les archives des catastrophes naturelles. Mais derrière ces chiffres se cachèrent des noms, des histoires, des familles entières luttant encore pour reconstruire leur vie. Le contraste avec le récit américain est inévitable. Dans des villes comme Moore, dans l'Oklahoma ou Joplin dans le Missouri, chaque tornade qui a dévasté des communautés entières a laissé derrière elle non seulement des cicatrices, mais aussi des monuments, des documentaires, des mémoriaux et un soutien international qui a aidé les victimes à ne pas se sentir seules. À Ciudad Acuña, en revanche, la mémoire dépendait presque exclusivement de ses habitants, qui, année après année, se souvenaient en silence de cette aube maudite. Cet oubli révèle un aspect plus profond, l'urgence de repenser la perception du risque climatique au Mexique. Le pays est exposé non seulement aux ouragans et aux tremblements de terre, mais aussi à des phénomènes graves longtemps minimisés. La tornade d'Acuña a constitué un avertissement brutal, un signe que l'atmosphère ne connaît pas de frontières et que ce qui semble originaire du cœur de l'Amérique du Nord peut se manifester avec la même force au Mexique. Cependant, cet avertissement n'a pas eu suffisamment d'écho. Les investissements dans les infrastructures de surveillance météorologique restent limités et la culture de prévention des tornades n'est pas encore pleinement développée. Dans de nombreux foyers mexicains, parler d'abris souterrains ou d'exercices d'alerte aux tornades semble étrange, presque étranger. Mais les survivants d'Acuña savent que ce n'est pas une perspective lointaine. C'est une question de vie ou de mort. La catastrophe oubliée d'Acuña n'est pas seulement un problème de mémoire, mais aussi de justice climatique et de préparation à l'avenir. Car s'il y a une chose qui a été claire ce matin-là, c'est que le ciel peut se retourner contre n'importe quelle ville, à tout moment. Ce qui a été perdu en 6 minutes, ce ne sont pas seulement les infrastructures, c'est aussi la confiance que le Mexique était à l'abri de cette fureur. Aujourd'hui, se souvenir de ce qui s'est passé n'est ni un exercice de nostalgie, ni une souffrance gratuite. C'est une obligation.
car chaque minute de silence médiatique, chaque page non écrite sur Acuña contribue à maintenir des millions de personnes dans l'ignorance d'un risque réel. Et l'ignorance, face aux catastrophes, est aussi dangereuse que le vent lui-même. La tornade qui a dévasté Ciudad Acuña à l'aube du mois de mai a laissé des traces qui vont au-delà des décombres. En seulement 6 minutes, un phénomène atmosphérique a effacé des rues, séparé des familles et anéanti l'idée que le Mexique était à l'abri de ces monstres venus du ciel. Ce fut une tragédie silencieuse, presque oubliée, qui nous rappelle notre fragilité lorsque la nature décide de révéler sa véritable force. Le souvenir des survivants nous rappelle avec urgence qu'il ne faut pas sous-estimer l'imprévu. Le ciel ne connaît pas de frontières, ni de cartes, ni de nationalité. Et chaque minute non investie dans la prévention, la recherche et la surveillance météorologique est une minute qui peut coûter des vies. Si certaines catastrophes attirent l'attention mondiale, d'autres sont reléguées aux oubliettes. Mais oublier revient à répéter, et chaque tempête ignorée nous rapproche de la prochaine catastrophe majeure. L'avenir dépend des leçons que nous tirerons du passé. Se souvenir de Ciudad Acuña ne consiste pas seulement à honorer les victimes, c'est aussi se préparer à l'avenir. Si vous souhaitez continuer à explorer ces histoires que la nature écrit avec puissance et tragédie, abonnez-vous à la chaîne Extreme Tornado. Car la prochaine grande histoire est peut-être plus proche que vous ne le pensez.